La polarisation du champ électromagnétique. Alors, concept de polarisation. Donc, la direction du vecteur champ électrique tourne et varie en fonction du temps. Et on va donc étudier au cours de la propagation l'extrémité du champ électrique. C'est la description de la trajectoire de cette extrémité qui va être appelée la polarisation de l'onde. Donc, polarisation d'une onde monochromatique se propageant dans le vide. On va voir le cas d'une onde plane. Donc le champ électrique E obéit à la première loi donc, de Maxwell-Goss. La divergence du champ électrique est égale à ρ sur epsilon 0, ρ étant la densité volumique de charge. Si on considère la propagation du champ électrique dans le vide, cette densité volumique de charge est nulle, donc il n'y a pas de charge dans le vide. Le champ E est dit transverse à la direction de propagation, car pour une onde plane, on a effectivement K scalaire E qui est égal à 0. Une onde plane étant écrite sous la forme E oméga, bon, donc c'est l'amplitude de l'onde vectoriellement initiale qui dépend donc de la pulsation, qui peut dépendre de la pulsation, en exponentielle moins I oméga t moins kz. Donc on travaille en complexe. Si on veut avoir l'amplitude réelle du champ électrique, on prendra la partie réelle donc de E oméga exponentielle moins I oméga t moins kz. Donc la divergence, c'est la divergence spatiale, c'est une dérivée temporelle spatiale. Lorsqu'on dérive spatialement exponentielle moins I oméga t moins kz, donc par rapport à x, y, z, ici z uniquement, puisque se propage suivant l'axe des z, pour une onde plane, on a K scalaire E qui est égal à 0. Donc E est orthogonal à K, K est le vecteur d'onde dans ma direction de propagation. Donc qu'appelle-t-on polarisation et comment est-ce qu'on peut la mesurer, la déterminer et la quantifier? Écoutez, c'est très simple. En fait, on va considérer le déphasage entre la composante Y et la composante X du champ électrique, puisque le champ électrique décrit dans l'espace un vecteur suivant trois composantes, d'accord? Il est nul suivant Z, puisqu'on a vu que K scalaire E est égal à 0, et que la direction de propagation de l'onde c'est suivant Z. Donc on va pouvoir écrire donc, la composante suivant X donc, du champ électrique, donc qui dépend de Z et de T, comme étant de la forme E oméga X cosinus oméga T moins KZ, d'accord? Et on va donc introduire donc, un déphasage phi entre la composante X du champ électrique et la composante Y du champ électrique. C'est en fait l'étude de ce déphasage, de cette phase, cette différence de phase entre les deux composantes, qui va nous permettre de déterminer la polarisation de notre onde. Alors effectivement, en termes d'origine du temps, on a considéré une phase origine et suivant x égale 0, c'est-à-dire qu'on prend l'origine des temps, tel que phi de x est nul à t égale 0. Donc le déphasage total sera donné, comme je l'ai dit, donc par phi de y, qui est ici phi, en fait c'est la différence de phase entre la composante spatiale suivant x et la composante spatiale suivant y. Donc on peut mettre notre champ électrique sous la forme E de oméga x, donc l'amplitude suivant x, donc oméga pour dire que elle peut être fonction ou pas de oméga, c'est de la pulsation de l'onde, cette amplitude, et oméga y multiplié par une exponentielle iφ. Donc ça c'est notre facteur de phase. On va utiliser l'identité trigonométrique connue, selon laquelle cos A plus B c'est cos A cos B moins sinus A sinus B. Et en développant, en fait, on cherche à voir quelle est la trajectoire décrite par l'extrémité de notre champ électrique. Donc pour avoir cette trajectoire, on cherche à connaître la relation entre EY et EX. On va voir qu'on a affaire à une ellipse, je vais le démontrer tout de suite, c'est juste 2-3 lignes de calcul. Et donc, pour ça, donc, on va utiliser cette identité trigo. Donc, en utilisant cette identité trigonométrique, on a que le cosinus de oméga t moins kz plus phi, donc c'est du type cos A plus B ou A, c'est oméga t moins kz. Donc, ça peut se développer sous la forme cos oméga t moins kz fois cos phi, moins sinus phi fois le sinus de oméga t moins kz, d'accord? Autrement dit, on peut mettre notre composante donc, sous la forme moins EY divisé par E oméga de Y, donc moins EY sur E de oméga de Y, ça nous donne du cosinus oméga t moins kz plus phi. Donc ce cosinus oméga t moins kz plus phi, c'est rien d'autre que, en fait, j'ai mis moins parce que j'ai réarrangé les termes. J'ai sauté une ligne de calcul, mais vous comprenez facilement. Donc EY divisé par E oméga, c'est du cosinus oméga t moins kz plus phi. Donc EY sur E de oméga de Y, ça va être égal au développement qu'on a fait ici.
Donc on passe tous les termes à droite, c'est pour ça que le EY sur E oméga Y, ça devient moins, puisqu'on va le passer à droite. Et donc on va avoir cette égalité, moins Y sur E de oméga de Y plus cosinus de oméga t moins kz fois le cosinus phi doit être égal au sinus d'oméga t moins kz cosinus phi. Donc on va utiliser l'identité trigonométrique selon laquelle un sinus carré c'est 1 moins cos carré. On va élever cette équation précédente au carré pour pouvoir obtenir une équation qui va être l'équation d'une ellipse. Alors effectivement, j'ai pas fait de vidéo sur les ellipses, peut-être que j'en ferai une après. Je suppose que c'est acquis, que vous arrivez à vue d'œil reconnaître l'équation d'une ellipse. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du EY carré sur E oméga carré de Y plus cos carré de oméga t moins kz fois cos carré de phi, moins 2 fois le cosinus de oméga t moins kz fois cos phi fois EY sur E oméga Y. C'est vraiment pas difficile. Vous refaites le calcul éventuellement, vous reposez une ligne de calcul si vous le souhaitez. Avec cos carré de oméga t moins kz qui est égal à EX carré sur E oméga carré X, d'accord? Donc on a juste divisé à droite et à gauche par E oméga X, qui est l'amplitude suivant X, et on élève au carré. Donc, on élève au carré. Après une ligne de calcul, on factorise par ce qu'il y a à factoriser, et on obtient donc cette belle équation qui en fait nous décrit l'évolution du vecteur champ électrique en fonction de ses composantes suivant, ici c'est l'axe des x, hein, je ne l'ai pas mis, mais là ici on a du x chapeau, et ici sur le jaune c'est du y chapeau, d'accord. Et le point ici, le trièdre direct, c'est l'axe des z, c'est le sens de direction de propagation de notre onde. Et on s'intéresse à l'évolution du champ électrique perpendiculairement donc à la direction du champ de propagation. C'est ce qu'on appelle la polarisation de l'onde. Okay, donc cette équation, c'est effectivement une équation qui se met sous la forme EX sur oméga x carré plus EY sur oméga E oméga y carré moins 2 fois EX sur E oméga x fois EY sur E oméga y multiplié par le cosinus du déphasage, qui est égal à sinus carré de phi, qui est donc l'équation d'une ellipse. On dira que si le champ électrique décrit au cours du temps je dirais une ellipse avec la pointe qui va vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, on aura ce qu'on appelle une polarisation droite. Si au contraire le champ électrique va évoluer au cours du temps, pour un point donné, on va voir comment on le calcule tout de suite après, vers la gauche, ben on dira simplement qu'il y a une polarisation ici en l'occurrence elliptique gauche, d'accord. Donc je rappelle notre origine des phases. Donc la composante en Y présente par rapport à la composante en X du champ électrique un déphasage phi, et c'est ce déphasage qui va nous permettre de déterminer la polarisation en fait. Alors pour pouvoir la déterminer d'une manière précise cette polarisation, en fait c'est la variation temporelle du champ électrique, du vecteur champ électrique, d'accord, qui se décompose suivant EX et EY, qui va nous permettre de déterminer comment évolue notre onde. On va se placer effectivement au point d'extrémité, par exemple, maximum du champ électrique, ici, donc lorsque le champ électrique est maximum, donc le champ électrique est maximum, ben, quand est-ce que, suivant x, lorsque le cosinus, le maximum, là, il est maximum suivant x, hein, d'accord, on a bien compris, hein. Donc la composante suivant x du champ électrique est maximum, donc cette composante est maximum, le cosinus variant entre moins 1 et 1, il est maximum lorsque le cosinus est égal à 1. Le cosinus de quelque chose qui est égal à 1, ce quelque chose est égal à 0. Autrement dit, il faut que le cosinus d'oméga t moins kz soit égal à 1, c'est-à-dire que oméga t moins kz égale 0. Donc ce point d'extrémité maximum de notre champ électrique va se produire à un instant t qui est donné par k fois z sur oméga. Donc un instant t qui est fonction donc de la position du vecteur d'onde et de la pulsation de l'onde. Bien. Effectivement, la trajectoire décrite par la pointe du bout ou extrémité du champ E, ici lorsque t augmente à partir de E max, EX max, le sens du vecteur E tourne en sens des aiguilles d'une montre, par exemple ici, et on aura une polarisation gauche. Donc ça se calcule formellement comment? Ben, en fait, il faut calculer donc la dérivée temporelle du vecteur champ électrique, et on va la calculer au point t qui est égal à k0z sur oméga. Autrement dit, si cette dérivée est positive en ce point-là, ben on va avoir un champ électrique qui va avoir tendance à se déplacer comme le montre mon curseur de souris, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, vers le haut, et on aura une polarisation circulaire gauche.
Et si la dérivée temporelle du vecteur champ électrique par rapport au temps, toujours au point de coordonnées calculé t qui est égal à k0z sur oméga, est négative, alors à ce moment-là, on aura un champ électrique qui va avoir, puisque la dérivée est négative, va avoir tendance à diminuer, donc, et donc à se déplacer, à tourner, d'accord, à tourner suivant cette direction. Donc on aura une polarisation circulaire droite ou gauche, voilà. Donc on va le calculer, cette dérivée temporelle du champ électrique par rapport au temps au point de coordonnées t égale k0z sur oméga. On part donc effectivement de l'expression de notre champ électrique comme étant égal à EX, X chapeau vecteur plus EY, Y chapeau vecteur, où X chapeau vecteur et Y chapeau vecteur sont les vecteurs unitaires de notre trièdre direct qui nous permet notre repère de coordonnées dans l'espace. Ok ? Donc on va avoir donc une dérivée temporelle de ce terme-là en x. Donc il va falloir calculer la dérivée temporelle de e oméga x cosinus oméga t moins kz suivant x chapeau. Et là, on le voit, le terme oméga il sort, la dérivée du cosinus c'est le moins de sinus, il y a du oméga qui sort, on va avoir du moins oméga fois e oméga x sinus oméga t moins kz, d'où ce terme-là. Ok ? Pour la partie en x chapeau. Mais que se passe-t-il en x chapeau? On a calculé cette dérivée au point t qui est égal à k0z sur oméga. Au point t égale k0z sur oméga, ce qu'il y a dans le sinus c'est 0, et le sinus de 0 c'est 0. Autrement dit, la dérivée du champ électrique par rapport au temps au point de coordonnées t, au point de coordonnées temporelles t égale k0z sur oméga, ne dépendra pas de la composante spatiale suivant y. Mais le sens, nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir si cette dérivée est positive ou négative pour savoir comment on va partir le vecteur champ électrique à partir de ce point-là, d'accord? Donc, il va dépendre de la deuxième composante. Et effectivement, lorsqu'on dérive la deuxième composante, donc EY par rapport au temps, on a du cosinus, donc la dérivée du cosinus, c'est du moins sinus. On va avoir du oméga qui va sortir. On va avoir du moins oméga sinus de quelque chose. Ce terme-là est nul, mais il reste le déphasage, ok? Donc, on va calculer donc moins oméga e oméga y sinus oméga t moins kz plus phi au point de coordonnées t qui annule oméga t moins kz 0. Donc, autrement dit, ce terme est nul. Et on va avoir du sinus phi qui va apparaître. Et donc, on a ce résultat très intéressant qui nous permet de déterminer le signe de la dérivée du vecteur champ électrique calculé au point t, donc qui est k0z sur oméga, cet instant qui est l'instant, je le répète encore, qui est très important, de coordonnées maximales de notre vecteur champ électrique suivant sa projection suivant l'axe des x, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est une manière qu'on a de calculer effectivement la polarisation de l'onde. Et donc ça va être égal à moins oméga E oméga Y fois le sinus de l'angle phi, donc sinus de l'angle, oui, du déphasage phi, suivant Y chapeau. Bien, autrement dit, le signe de cette dérivée temporelle au point de coordonnées qui nous intéresse et qui va nous permettre de déterminer la polarisation de l'onde, c'est-à-dire si le champ électrique va virer à gauche ou virer à droite, il est donné par moins sinus phi. Ok? Donc, on voit tout de suite que lorsque le phi, le déphasage entre la composante spatiale suivant x et la composante spatiale suivant y est comprise entre 0 et pi sur 2, à ce moment-là, on aura quelque chose de négatif, et à ce moment-là, le vecteur champ électrique, à partir de notre position maximale suivant x, va décroître légèrement, et on aura donc une circulaire. Je confonds toujours la droite et la gauche, c'est pas grave, mais l'important c'est de comprendre avec un schéma. C'est la circulaire gauche. Non, droite, pardon, puisqu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, voilà. Donc deux cas sont envisageables, suivant la valeur de phi. Donc premier cas, donc phi qui est compris entre 0 et pi, strictement. 0 et pi sont à exclure. Ils interviennent dans une autre type de polarisation. Donc si phi est compris entre 0 et pi strictement, l'opposé de sinus phi sera négatif, puisque sinus phi est positif, donc moins sinus phi négatif. Et donc la dérivée temporelle du vecteur champ électrique calculé au point t qui est égal à k0z sur oméga, qui nous donne effectivement le point où la composante du champ électrique suivant l'axe des x est maximum, sera négative. Et donc, on aura effectivement un champ électrique qui aura tendance à partir de ce point-là à partir vers le bas, donc à décroître au niveau de l'ellipse, ok? Et donc, on aura ce type de polarisation, donc circulaire, droite.
Ok? Bien, maintenant si phi, le déphasage entre les deux composantes de notre champ électrique, le déphasage phi, donc entre EX et EY, est compris entre moins pi et 2pi, eh bien, on aura donc un sinus de phi qui est positif, et donc l'opposé du sinus phi qui sera, non, sinus phi qui sera négatif, pardon, et donc moins sinus phi qui est positif. Et donc, puisque c'est moins sinus phi qui nous donne la positivité ou la négativité de la dérivée partielle du champ électrique. On va donc avoir que la dérivée partielle du champ électrique, donc l'évolution du champ électrique par rapport au temps, au point de coordonnées temporelles t égale kz sur oméga, qui est le point d'abscisse maximum en champ électrique, d'accord, sera positif. Et donc on va avoir un champ électrique, je fais des allers-retours, c'est sympa, qui va avoir tendance à passer par le haut, à augmenter, puisqu'effectivement la pente est donnée par le coefficient directeur de la tangente à l'ellipse, au point qui est donné par l'extrémité du vecteur champ électrique. Ok? Donc, on aura une polarisation circulaire droite. Le sens de rotation du vecteur E est donc fixé par la phase phi, donc la différence de phase entre EX et EY. C'est comme ça qu'on le calcule de manière formelle. Donc la direction de propagation de l'onde EB, c'est l'axe Z qui pointe vers nous. Donc l'onde se propage vers nous, ok. Et le champ électrique décrit une ellipse. Voilà. Maintenant, décrit une ellipse, on était dans un cas de polarisation elliptique. Maintenant, il y a aussi également deux autres types de polarisation de notre onde. Un premier type de polarisation dite polarisation rectiligne, c'est lorsque phi est un multiple, donc phi représente, je le rappelle encore, c'est important de savoir physiquement à quoi il correspond. Donc phi, c'est le déphasage entre la composante suivant y et la composante suivant x, donc la différence de phase des composantes spatiales du notre vecteur champ électrique. Lorsque c'est un multiple de pi, on va avoir la relation suivante. On va voir que EY sur EX est égal à moins 1 puissance m, donc ça sera cosinus phi de ce type-là, puisque bon, j'ai mis un m, un p ici, mais le cosinus de pp c'est moins 1 puissance p, cosinus de mp c'est moins 1 puissance m, bon, p et m, on l'aura compris, fois e oméga de y sur e oméga x, d'accord? Donc ça, c'est une polarisation rectiligne. Maintenant, la polarisation circulaire, d'accord, on peut avoir une polarisation circulaire, autrement dit, l'extrémité de notre vecteur champ électrique va décrire dans une direction qui est perpendiculaire à la direction de propagation. La direction de propagation, elle vient vers nous, bon, ou elle part vers nous, ou elle part vers nous, là c'est carrément pareil, et l'onde se propage dans la direction du tableau, et donc cette onde va décrire, cette onde, le champ électrique, l'extrémité du champ électrique va décrire un cercle, ok? Donc, cette polarisation circulaire, elle intervient, elle survient, elle arrive lorsque la différence de phase entre la coordonnée x du champ électrique et la coordonnée y du champ électrique, donc coordonnée suivant x, projection suivant y, vaut 2 pi plus 1 fois pi sur 2, d'accord? Lorsque ça survient, on a alors que E de oméga y est égal à E de oméga x, et effectivement, on a bien donc effectivement un triangle, on peut appliquer Pythagore, on a bien que effectivement les égalités des amplitudes du champ électrique sur x et y. Okay, donc on peut avoir une circulaire gauche ou une circulaire droite. Alors maintenant, on va introduire le formalisme de Jones, qui est un formalisme très simple, qui nous permet de comprendre et d'appliquer, je dirais, de déterminer easy la polarisation de notre onde. Donc il y a polarisation. Donc on va donc pour cela, donc je vous rappelle l'équation décrite par les amplitudes euh, spatiale suivant les différents axes x et y de notre onde. On a ex sur e oméga x carré, donc plus ey sur oméga y carré moins 2 fois ex sur oméga y fois ey sur oméga y fois cosinus phi est égal à sinus carré phi. On va passer en vecteur complexe normalisé dans le cadre du formalisme de Jones. Autrement dit, on mettra effectivement notre vecteur d'onde, champ électrique, sous la forme, pour sa composante suivant x, sous la forme e oméga x. Bon, ici c'est des complexes, hein.
c'est pas des amplitudes, c'est des amplitudes complexes, et E, suivant la composante Y, E oméga Y exponentielle phi. Donc la normalisation de ce vecteur de Jones fera que J étoile, donc le conjugué de J scalaire avec J sera égal à 1. Alors, polarisation rectiligne. Il peut y avoir deux types de polarisation rectiligne. On peut avoir une polarisation rectiligne où effectivement le vecteur champ électrique décrit simplement une droite, d'accord, dans le plan O, X chapeau, Y chapeau. Autrement dit, le champ électrique se propage vers nous, mais son amplitude va varier suivant cette droite au cours du temps, d'accord, comme l'indique, je pense, mon curseur assez bien, et c'est tout, d'accord, donc c'est tout ce qui est permis. Notre champ électrique va varier de cette manière-là, suivant cette droite, ce qu'on appelle une polarisation rectiligne. Si on note phi, effectivement, la différence de phase entre la composante EY et la composante EX, donc de notre vecteur d'onde, notre vecteur champ électrique. Donc le premier état de configuration est une polarisation rectiligne. On a quelque chose du genre cos phi, donc positif suivant X chapeau, et sinus phi, donc positif suivant Y chapeau. Autrement dit, notre vecteur de Jones va se mettre sous la forme cos phi X chapeau plus sinus phi Y chapeau. Okay, dans l'état de configuration 2, donc celui qui est décrit par le curseur de ma souris, on a donc un champ électrique qui décrit une droite, hein, d'accord, dans le plan X chapeau O, Y chapeau, qui est un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Je vous rappelle que la direction de propagation de notre onde électromagnétique, elle est donnée par le vecteur Z chapeau, autrement dit, elle vient vers nous, l'onde, ou elle part vers nous. Et par contre, notre champ électrique, au cours du temps, sur un plan de données, va décrire donc ce type de polarisation, une polarisation circulaire. Ok, pardon, polarisation rectiligne, d'accord, on voit bien que c'est une polarisation rectiligne. Cette polarisation rectiligne à gauche sera donnée par moins sinus phi, puisque effectivement, si on projette E suivant l'axe des X avec notre phi, on va avoir du moins sinus phi, donc on prend le même phi ici, en fait c'est pi sur 2 moins phi, là, c'est pi moins phi, d'accord, donc le cosinus de pi moins phi, c'est moins sinus phi, et le sinus de pi moins phi, c'est égal à cosinus de phi. Autrement dit, notre vecteur de Jones va se mettre sous la forme moins sinus phi X chapeau plus cosinus phi Y chapeau. D'accord? Enfin, on peut avoir l'état des configurations 3 et 4 que j'ai dessiné ici en bleu clair et en violet ou en mauve. D'accord? Donc, c'est les états de polarisation rectiligne possibles. Donc, en bleu, j'ai dessiné un vecteur de Jones qui est en fait le vecteur X chapeau. Donc, le champ électrique, en fait, décrit rectilignement ce que je décris par mon curseur au cours du temps sur un plan de polarisation. Et pour l'état de configuration suivant Y chapeau, effectivement, l'extrémité du vecteur du champ électrique se déplace uniquement suivant Y chapeau. Donc on a ces deux configurations spéciales qui sont configuration horizontale pour le bleu et configuration verticale pour le mauve. Voilà. Alors maintenant, on en arrive à la polarisation circulaire exprimée par le vecteur de Jones. On peut avoir ce qu'on appelle une polarisation circulaire gauche. À ce moment-là, le déphasage phi entre la coordonnée d'espace y et la coordonnée d'espace x, on dit phi de x moins phi de y, est égal à phi, à la différence de phase, ce sera plus pi sur 2. On aura donc exponentielle i phi qui est exponentielle i pi sur 2. L'exponentielle i pi sur 2, c'est cosinus pi sur 2, donc 0, plus i fois le sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1, donc plus i fois 1. Donc c'est égal à i au nombre imaginaire. Donc je vous rappelle que on a des vecteurs complexes normalisés qui tiennent compte uniquement donc, du déphasage phi entre la composante y de notre vecteur d'onde, champ électrique, et la composante x, d'accord? Donc, partant de là, on en déduit tout cela. Donc, pour la circulaire gauche, à ce moment-là, exponentielle phi est égale à i, je viens d'expliquer, et la circulaire gauche se mettra donc sous la forme du vecteur de Jones, 1 sur racine de 2, suivant x chapeau, on a du EY chapeau, et suivant Y chapeau, on aura l'exponentielle phi, puisque d'après notre normalisation, et on est parti du fait que l'exponentielle phi, la déphasage, c'est un déphasage de Y par rapport à X. Ok? Et pas X par rapport à Y. On a l'exponentielle phi, on est parti de l'origine des phases en X, ok?
Donc, du fait de cette, en fait, c'est une notation d'écriture, c'est un choix d'écriture, d'accord. Si on avait démarré avec l'exponentielle i là, on aurait eu le i en haut du vecteur de Jones. J'espère que ça, vous l'avez bien présent à l'esprit. Ok. Donc maintenant pour la circulaire droite, en fait phi sera égal à moins pi sur 2. À ce moment-là, exponentielle i phi, ça va être exponentielle moins i pi sur 2. Donc on utilise la décomposition trigonométrique de l'exponentielle complexe. Donc exponentielle moins i pi sur 2, c'est égal au cosinus de moins i pi sur 2, donc 0, plus i fois le sinus de moins i pi sur 2. Sinus de moins i pi sur 2, c'est égal à moins sinus de pi sur 2, donc moins une fois, moins i fois 1. D'accord? Parce que la fonction sinus est impair. Donc, on aura du exponentielle i qui est égal à moins i. Et donc, en termes de circulaire droite, on aura notre vecteur de Jones, R, bon, c'est une notation anglo-saxonne avec un petit chapeau. Hein. Le chapeau, c'est unitaire, hein, pas confondre avec la transformée de Fourier. Alors, je vous dis ça parce que je viens juste de faire une vidéo sur la transformée de Fourier, c'est pour ça. Mais bon, c'est des notations. R chapeau sera donc égal à 1 sur racine de 2, 1, et moins i pour la partie en y, d'accord, puisqu'on a l'exponentielle i, le déphasage, donc de la partie y par rapport à la partie en x. Ok. On vérifie bien que les états sont orthogonaux entre eux. Autrement dit que le produit scalaire entre le vecteur de Jones en circulaire droite et le vecteur de Jones en circulaire gauche est nul algébriquement. Donc les deux états de polarisation circulaire gauche et droite sont orthogonaux entre eux. Je fais ici une remarque fondamentale. Si vous la comprenez, vous avez, je pense, bien compris tout ce qui a été dit précédemment. Sinon, c'est à revoir. Donc pour l'état de polarisation circulaire droite, on a donc R chapeau vecteur Jones qui se met sous la forme donc 1 sur racine de 2 fois le vecteur de composante 1 suivant x chapeau et de composante moins i suivant y chapeau. Bon, en fait, tout simplement, ce vecteur-là, on peut le décomposer en deux vecteurs unitaires. Autrement dit, on a du 1 sur racine de 2 fois le vecteur unitaire 1, 0, qui est le vecteur unitaire suivant i chapeau, plus moins i fois sur racine de 2 fois le vecteur unitaire y chapeau. Ok. Autrement dit, notre vecteur de Jones pour notre circulaire droite va se mettre sous la forme 1 sur racine de 2, x chapeau moins y chapeau. Autrement dit, une onde plane qui est polarisée circulairement droite et la superposition, puisqu'on est en superpose donc deux états, la superposition de deux ondes, de deux polarisations rectilignes. Une verticale en y chapeau, cette verticale qui est déphasée donc d'un facteur moins i, c'est-à-dire un facteur de 3pi sur 2 par exemple, exponentielle de 3, exponentielle i 3pi sur 2 étant égal à moins i, et d'une polarisation rectiligne horizontale x chapeau. Ok. Donc on a aussi, deuxième remarque fondamentale, on peut également, vu qu'on passe de R chapeau, on exprime R chapeau, vecteur de Jones R chapeau en circulaire droite en fonction donc des vecteurs x donc rectiligne x chapeau et moins y chapeau. Hein, rectiligne, pourquoi? Parce que ça c'est du x chapeau, donc c'est bien du rectiligne horizontal. Ça c'est du y chapeau, donc c'est bien du rectiligne vertical. Ok, c'est en ce sens. Il faut bien comprendre physiquement ce qu'il y a derrière ces notations vectorielles élémentaires. Écoutez, on peut également mettre x chapeau de manière linéaire. On peut l'exprimer en fonction de r chapeau et l chapeau. D'accord. Autrement dit, on peut avoir aussi une rectiligne qui peut s'exprimer en fonction de deux polarisations, une circulaire droite, une circulaire gauche, d'accord, qui s'annulent en fait, hein, qui s'annulent, qui se compensent pour donner du rectiligne. Donc, je fais ici, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés bien évidemment à autre chose que l'électromagnétisme et qui sont intéressés à faire des ponts, des liens entre les différentes branches de la physique, hein, qui finalement sont toutes reliées entre elles, hein, je pense que je vais commencer à faire des vidéos d'électromagnétisme un peu plus souvent, parce que j'en ai pas fait beaucoup encore jusqu'à présent. Et en fait, l'électromagnétisme est relié à la mécanique quantique. Il y a des similitudes, une analogie, avec des cours de mécanique quantique. Vous verrez qu'un photon, si vous l'avez pas déjà vu, donc porte un moment angulaire, suivant plus h bar ou moins h bar. H bar, c'est la constante de Planck réduite, h sur 2, d'accord, hein, c'est la dimension fondamentale, je dirais, de l'espace des phases aussi en thermostat. Bon, voilà, il y a différentes interprétations, visions possibles de ce h bar. Donc le moment angulaire du photon, il est soit suivant plus h bar, soit suivant moins h bar. Si l'ensemble des photons ont tous, je dirais, le même moment angulaire plus h bar, alors le champ électromagnétique EB sera de polarisation circulaire droite. Si par contre l'ensemble des photons tous donc de polarisation donc de moment angulaire moins h bar, donc seront tous de moment angulaire moins h bar, alors le champ électromagnétique EB sera de polarisation circulaire gauche. Ok. Et on aura que
voilà, là j'ai également mis le fait qu'on peut avoir une circulaire, une polarisation rectiligne verticale qui se décompose en deux polarisations circulaires, droite et gauche, bienfaiteur moins. Donc de ceci, on en déduit, oui, que la propagation de la lumière dans les milieux matériels est fonction de l'état de polarisation, okay, de ces milieux. Remarque, le vecteur de Jones, L chapeau, qui est égal à 1 sur racine de 2, x chapeau plus y chapeau, ne porte que l'information de la polarisation de l'onde et non pas l'amplitude globale du champ électrique. En effet, pour avoir de l'information sur la puissance transportée par l'onde, donc je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais je vais en faire, je parlerai du vecteur de Ponting notamment, il faudra en connaître l'amplitude A, car la puissance de l'onde est en effet portée par le module carré de A. Bon, alors ça c'est vrai pour des milieux linéaires. Bon voilà, donc si on a une réponse linéaire du milieu, effectivement la puissance va être portée par le module carré de A. Donc pour ça, bon, effectivement, on part de la représentation complexe oméga x, oméga y exponentielle phi, puis on normalise notre vecteur pour obtenir un module de A sous la forme 1 sur racine de E carré x plus E oméga carré y fois ce vecteur de Jones. Bon voilà, je pense faire des petits cours comme ça sur l'électromagnétisme, sur des concepts importants, fondamentaux, pour pouvoir derrière faire des exercices. Voilà pour cette vidéo.